Ah, c'est pas bien. La discrimination raciale. Ben oui, c'est pas bien, c'est normal. C'est pas bien. Ben parce que les gens ils sélectionnent par rapport aux origines des gens pour travailler. Et voilà. Et c'est pas bien, il faut choisir n'importe qui, tout le monde. En France, je dirais qu'il y a plus une discrimination sociale que raciale. Pour la simple raison, il vaut mieux s'appeler Zidane aujourd'hui en France et avoir l'argent qu'il a que de s'appeler Dupont et habiter dans des HLM. Quoi. Il devrait quand même, hein. Et tout le monde a besoin de travailler, hein, moi je dis. C'est vrai, à peu près. Le bon Dieu, il a mis le monde, il en a fait des noirs et des blancs pour qu'on somme tous ensemble. C'est vrai. Et la discrimination raciale, elle est surtout une évolution. L'évolution des Espagnols, ils sont devenus un peu discriminatoires par rapport aux races qui arrivent en France. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. De toute façon, moi, je suis petite fille d'émigrés, je suis contre toutes ces conneries. Soit beau, vilain, blanc, noir, ce que je trouve, c'est qu'il y en a des bien élevés et des mal élevés. Voilà. C'est différent. Au travail, pareil. Parce qu'il y en a qui font un rendement magnifique, il n'y a pas raison de les... Vous voyez pas, il y a la moitié des Africains et tout qui sont au chômage. Ouais, faut la tolérance, cultiver la tolérance et cultiver les valeurs, quoi, la tolérance. Et puis, si c'est pas mis en place, mettre des sanctions par rapport à ça, quoi. Et voilà, quoi. Il faut qu'on évolue nous en tant qu'humain, pour évoluer au travail. On peut pas faire, il faut pas sauter les étapes. Il faut déjà évoluer dans la tête et après au travail on sera bien normalement. Non, mais je trouve ça aberrant de prendre un nom français alors qu'on a une tête de marocaine. J'en connais une, elle s'appelle Malika. Elle s'est mis Marie. Vous voyez, tout ça pour soi-disant mieux passer dans la société, mieux passer dans le boulot. Il faudrait inventer les CV sans les noms. Parce que ce serait mieux. Sans les photos surtout. Ouais. Moi, je trouve que vous êtes un homme charmant, il n'y a pas de discrimination. Voilà. Et mettre tout le monde au même niveau. Tout le monde a droit à sa chance, il n'y a pas plus un que l'autre, il n'y a pas de... Voilà. Ça ne doit pas exister, voilà, simplement. Alors la France est un pays tout à fait paradoxal. C'est à la fois le pays du siècle des Lumières, hein, c'est-à-dire celui qui a fondé les droits de l'homme, donc qui a défini dans son article 1er que nous sommes tous libres et égaux en droit. Et en même temps, là où la France est un pays paradoxal, c'est que c'est aussi le pays qui a été un des fondateurs des théories racistes, et que ce paradoxe a traversé toute notre histoire. Et du coup, c'est vrai que la question des discriminations raciales est un objet qui est assez compliqué parce qu'aujourd'hui encore, cette question émerge difficilement dans l'espace public en France. Et il faut savoir quand même que nous reconnaissons l'existence des discriminations raciales sur notre territoire officiellement que depuis le 21 octobre 1998. Il y a une très forte distinction à faire entre la question des discriminations, qui interroge le rapport à l'égalité, et la question raciale, qui interroge la question de l'emprise des théories racistes dans notre modèle de société. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un effet de mode autour des politiques de promotion de la diversité ou encore l'égalité des chances. Et il me semble, c'est vrai qu'on pourra observer ces questions-là depuis de nombreuses années, que l'enjeu est beaucoup plus aujourd'hui du côté de l'égalité de traitement, c'est-à-dire la mise en œuvre effective du droit, sachant que la question des discriminations raciales affecte les individus au plus profond d'eux-mêmes. Et comme le dit mon collègue Fethi Benslama, la discrimination raciale est une forme d'extermination sociale, au sens où elle remet en cause l'origine des personnes. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plus qu'un déni de droit, c'est de manière plus fondamentale un déni du droit à l'existence. Et c'est vrai que c'est un enjeu extrêmement important de cohésion sociale. Et il me semble qu'aujourd'hui, seul le droit peut permettre de manière massive cette réparation sociale. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est le fait qu'à travers les travaux de recherche, notamment les travaux sociologiques, mais surtout l'émergence d'une norme européenne, le droit européen, viennent imposer un traitement obligatoire de ces questions-là aujourd'hui en France. Donc on est dans un contexte politique bien particulier qui fait que la France n'a pas fait le choix forcément de traiter cette question-là. La France est aujourd'hui contrainte de traiter la question des discriminations raciales. C'est sûrement à la faculté que je me suis rendu compte lors de mes études en ayant des cours de droit du travail. J'ai commencé à comprendre les problèmes que pouvait rencontrer l'entreprise et la nécessité des syndicats dans l'entreprise et du contre-pouvoir qu'ils pouvaient amener et du bien-être qu'ils pouvaient aussi amener aux salariés avec des gens
qui sont heureux au travail. Pour moi, génétiquement, les hommes sont identiques. Ça a d'ailleurs été prouvé. Nous avons tous les mêmes origines. Et ce sont les racistes qui ont essayé d'introduire cette notion de race. À mon avis, les différences fondamentales sont culturelles. Elles sont véhiculées par des coutumes différentes. Et le raciste, finalement, a peur des différences. Sur la question de la discrimination raciale, se pose la question des publics qui sont discriminés. Et il est évident qu'aujourd'hui, les victimes de discrimination sont majoritairement issues, on va dire, de l'émigration coloniale et post-coloniale. Or, il se trouve que les représentations sur ces populations se sont construites pendant cette période coloniale. Et ces représentations extrêmement négatives, extrêmement infériorisées, persistent toujours. Des scientifiques, des sociologues, des historiens ont mis en place des modules. Et je crois que toute équipe qui veut, de façon efficace, travailler aujourd'hui sur cette question-là, doit passer par ce processus de déconstruction des représentations. Sofiane nous envoyait un mail en nous disant, voilà, écoutez, moi je suis dans une grande difficulté, je suis confronté à cette situation sur mon lieu de stage. Ça a eu des conséquences très importantes sur ma vie. J'ai envie de me battre. J'ai eu une mauvaise expérience. J'ai vécu une discrimination avec un employeur véreux. Et ce directeur pensait qu'on est là juste pour faire les tâches les plus ingrates. C'est des petites phrases, des sous-entendus qui font que la personne qui vous fait ça, qui vous fait subir ça, se sent supérieure et se sent de tout droit. Après, ce qui est dangereux, c'est si on ne se réveille pas et on ne dit pas stop très rapidement, on peut rentrer dans une spirale. Parce que je vais vous dire une chose, à la fin de mon contrat, honnêtement, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que vraiment la France est raciste ? Ça m'a tout chamboulé, toutes mes valeurs. Je ne savais plus si vraiment j'étais réellement dans mon pays, si c'était vraiment bon de continuer à se battre. Et après, réflexion faite, c'est mon pays. Je me suis dit, je ne veux pas leur laisser le champ libre. J'ai cherché, j'ai discuté avec d'autres personnes. Et il y a une personne qui m'a parlé justement d'une association, la CIMAD. Donc j'ai pris contact avec eux, je me suis rendu sur place. J'ai rencontré une personne, Christophe, qui a écouté mon histoire et qui m'a aidé dans mes démarches. À partir de là, réellement, j'ai pu souffler. J'ai pu voir vraiment, je me suis dit, ah, je ne suis pas seul. Et je me dis qu'il ne faut pas baisser les bras. Nos parents se sont battus, ils sont arrivés en tant qu'immigrés, ça a été difficile pour eux. Nous, on est nés sur cette terre, on connaît la culture, on a la langue et on a pour réussir. Bon, c'est clair, dans les mentalités, ça ne veut pas bouger, ça a encore peur, mais il faut pousser. Après, on sera... Je ne sais pas encore jusqu'à quand on arrivera à dire, on voit par exemple une personne comme moi et dire il est français, normal, que ça ne choque plus. Des différences entre les gens, il y en a forcément. Et je crois que ce qui est difficile sur cette question de la discrimination, c'est que les gens ne se parlent pas suffisamment, ont peur de se rencontrer. Et malheureusement, notre société fait que pratiquement, elle nous interdit de nous rencontrer parce qu'on fonctionne sur de la peur, sur même de l'indifférence. Je pense que le meilleur moyen, c'est celui de l'éducation. Et non pas de la législation. Avoir des lois, c'est important, c'est nécessaire, mais lorsqu'on touche à des problèmes tels que la discrimination, je crois que ce qui est essentiel, primordial, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants et qui passe forcément par l'éducation nationale. Donc les lois, il en faut pour permettre à tout à chacun de pouvoir travailler dans les mêmes conditions, mais sur un plan général, c'est l'éducation. À la fin de l'entretien, on m'a dit que je pouvais rentrer chez moi, sans être directement. directement.
Alors que tu étais en train de travailler. J'étais en temps de travail. C'est ce que j'ai fait, mais bon, je suis passé à l'inspection du travail qui m'ont conseillé de revenir sur mon lieu de travail et puis leur demander un justificatif de... donc j'ai demandé une autorisation écrite pour que je puisse quitter mon lieu de travail. Au cours de la discussion, j'ai dit écoutez, la loi je connais, je suis licencié en droit, donc sur ce il m'a regardé en me disant moi je suis pas basané ni frisé, mais je connais le droit. Ah, carrément. Carrément. Ni basané, ni frisé. Ni basané, ni frisé. Mais je connais mes droits. Mais je connais mes droits. Oui, c'est des propos... c'est plutôt des propos d'ordre raciste, ça. J'étais stupéfait. Donc si un salarié victime de discrimination raciale vient voir la CFDT pour régler le problème, la première chose à faire pour le délégué syndical, c'est d'essayer de trouver une solution de conciliation avec la direction de l'entreprise. Et si cette première démarche n'aboutit pas, il faut alors se tourner vers le syndicat pour mettre en place une procédure juridique. La CFDT m'a aidé dans le sens où ils seront là pour les prud'hommes et ils seront là aussi si la plainte est instruite au niveau du parquet pour que la CFDT puisse se porter partie civile par rapport à des injures raciales. Par contre, au niveau des prud'hommes, on attend pour constituer un dossier qui soit solide pour défendre mon licenciement. J'ai dit tout à l'heure que j'avais 9 enfants, donc il faut les nourrir. Et l'homme ne peut pas accepter de l'injure raciale. Une société ne fonctionne que si elle est capable d'absorber dans la laïcité, dans le respect de chaque individu, toute la communauté qui vit sur un même territoire. Ça, c'est fondamental et c'est une des bases de l'humanité, sinon l'homme est un loup pour l'homme. Et la société française, elle s'est formée au fil de l'histoire par agrégation successive. Pourquoi se priver de la qualité de gens qui sont courageux, entreprenants, travailleurs, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs options intellectuelles et morales, et quel que soit le lieu du monde d'où ils viennent. Qu'on se pose ces questions-là, ça me pose problème. Mais je fais de la politique, je sais que ce qui n'est pas énoncé n'existe pas, et qu'il vaut mieux en parler que se taire. S'il faut faire une nouvelle loi là-dessus, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais attention aux mots utilisés. Attention aux mots utilisés et aux concepts utilisés. Attention à ne pas introduire des concepts aussi graves et aussi lourds que les quotas, par exemple. Dans le travail, c'est intéressant aussi d'avoir des modes de pensée différentes. De par son origine, on a appris à penser différemment. Donc le mélange des cultures dans le travail peut être intéressant pour faire évoluer la société dans un sens très positif, pour faire évoluer l'économie, parce que des façons de penser différentes qui se mélangent pour arriver à un point commun, avec un but commun qui peut être d'effectuer une tâche dans le travail, de faire évoluer son entreprise ou de faire aussi évoluer le pays dans lequel on vit, est beaucoup plus intéressant qu'une pensée unique qui ferme les gens au monde. J'ai fait l'expérience malheureusement de ce que au pénal, la discrimination est souvent mal traitée par les juridictions françaises. C'est difficile d'obtenir des condamnations en matière de discrimination sur le plan pénal. Par contre, devant le conseil de prud'homme, des fois ça fonctionne, on obtient des décisions satisfaisantes et d'autres fois non. Mais finalement c'est plus efficace quelque part que la procédure pénale qui est extrêmement compliquée. Et bon, honnêtement, je suis venu de loin, je voulais dire des choses qui me tenaient à cœur, mais aussi la justice ne peut pas aussi perdre son temps, il y a tellement de dossiers à passer, à traiter. Pour l'instant, on a des bons éléments. Les informations données par la partie adverse, c'est du n'importe quoi. Et bon, j'espère que dans notre pays, on va pouvoir passer au-delà de la couleur, des origines des personnes.
Alors si on est parti du constat de dire que lutter contre la discrimination raciale, c'est métisser l'entreprise et notre site de recherche de Montpellier, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas très compliqué, il suffit de regarder notre environnement. Nous sommes situés près d'un quartier populaire, à côté de la Paillade, et on se rend compte que finalement il y a très peu de salariés sur le site qui sont originaires de ces quartiers. Alors à nous d'essayer de faire en sorte qu'ils soient embauchés, qu'ils puissent venir travailler sur notre site. Le meilleur moyen de lutter contre les discriminations raciales, c'est déjà de fluidifier l'information sur le marché du travail, c'est-à-dire de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'information sur l'existence des offres d'emploi, ce qui est la mission première de la NPE. Alors, parmi les actes majeurs que nous avons développés ces dernières années, je crois qu'un des plus symboliques est la lutte, entre guillemets, contre les process sélectifs ou hyper sélectifs de recrutement, qui sont basés sur des qualifications professionnelles, sur des expériences, des diplômes, etc., en développant justement le système des recrutements par simulation, qui ont pour objet de permettre à quelqu'un qui est mis dans un ensemble, si vous voulez, de conditions rappelant le monde du travail et les actes professionnels à accomplir sur un poste de travail, de démontrer ses aptitudes à mener ces actes professionnels, indépendamment de tout passé, qualification ou expérience acquise antérieurement. Et ce qu'on cherche, nous, au niveau du recrutement, c'est la performance. Pas la performance pour l'exploitation, la performance intrinsèque de l'individu. Et donc, c'est ce qui passe en premier. Je dirais qu'en plus, particulièrement en recherche, je dirais qu'on devrait presque chercher à obtenir des personnes les plus différentes possibles. Puisque si on prend que des individus formatés sur le même modèle, on n'obtiendra pas des résultats extraordinaires. C'est l'engagement individuel de tout le monde, tous les acteurs, les syndicats, les ressources humaines, les directions, pour avoir un comportement qui fait qu'on n'aura pas de discrimination. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des événements ou des cas particuliers, mais je dirais qu'ils ne doivent pas être induits, je dirais au moins au niveau direction. Dans une entreprise où, si les salariés savent que au niveau de la direction, il y a un cadre qui est bien fixé, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais on n'empêchera pas X ou Y d'exprimer une opinion, mais son opinion sera marginale. Si, au niveau de l'entreprise, il y a une position claire. Si je suis là, la réponse, c'est Sanofi ne discrimine pas. Maintenant, on ne peut pas empêcher les salariés d'avoir leurs opinions. Sauf que Sanofi, c'est marqué clairement, le salarié il laisse ses opinions au moment où il badge pour entrer sur le site. Alors, j'ai subi une discrimination. C'est vrai que quelque part, j'ai été un peu choqué et je ne pensais pas réellement que ça existait. Ou alors ça existait mais que c'était pas visible. Et là, en l'occurrence, c'était visible. Donc de là, j'ai décidé de postuler au service logistique où une personne m'a vraiment fait confiance. Je pense que la direction n'est pas au courant de ce qui se passe et donc je n'ai pas voulu non plus les avertir. J'ai essayé d'en parler qu'au syndicat, quoi. Donc bonjour à tous, merci donc, de nous permettre de nous réunir aujourd'hui pour continuer notre action dans le cadre de la lutte contre les discriminations. J'ai eu l'occasion d'intervenir il y a quelques années. Il semblerait évident qu'on pourrait le mettre en place pour avancer dans notre réflexion. Théoriciens, ce pas des gens qui exercent l'art, comme on dit. C'est quoi un opérateur de chimie, de développement chimique? C'est quoi un technicien supérieur? L'expression à la MRS ont signé des contrats cadres nationaux et imposent maintenant. Bien, mais opération réussie pour la réunion que la CFDT donc, a provoquée entre l'ANPE et la direction. Nous avons obtenu de la direction de notre site de Montpellier un changement
dans le mode de recrutement des employés. Et désormais, Sanofi Montpellier va travailler avec la NPE. Ceci permettra d'ouvrir le recrutement aux quartiers défavorisés qui entourent le site. Et c'était le but de la CFDT. Maintenant, il faut qu'on aille au-delà du site de Montpellier. Nous pourrions demander l'ouverture de négociations au niveau du groupe Sanofi-Aventis. Et puis pourquoi pas demander l'ouverture de négociations au niveau européen, puisque le groupe Sanofi-Aventis est un groupe international et on pourrait imaginer avoir un accord européen pour Sanofi-Aventis pour lutter contre les discriminations raciales. J'ai connu ça, alors je sais ce que c'est. Vous avez connu? Non, là, c'est parce que vous êtes au travail? Ouais, voilà, c'est au travail, alors je peux pas trouver. Merci. Ça existe, mais je sais pas, moi. Et aussi souvent pour les emplois, quoi, au niveau pour le de travail. l'emploi. Voilà. C'est quand on dit les noms au téléphone ou quoi que ce soit, c'est où il n'y a pas de place, ou quand on se présente au niveau physique, au niveau que ce soit des noirs ou peut-être d'arabes ou quoi que ce soit, ben il n'y a plus de place, ou on vous rappellera, voilà, des trucs comme ça. Donc, je sais qu'il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer, c'est un fléau important. C'est un fléau. Moi j'ai des voisins. Moi, je suis malade du cœur. Ben, la nuit, les voisins, j'ai été malade. Personne ne bouge. Et que les autres, les étrangers, eh ben, ils viennent. C'est pas nous. Ça sera nos enfants à nous qui font que là, ça s'arrêtera. Parce qu'eux, ils se battront. Nous, déjà, on se bat pour eux, pour ceux d'avant. Mais eux, ils se battront encore plus que nous. Parce que plus ça va, plus la population, elle se mélange. Donc, il n'y a plus que des Français, que des... Et non, et en plus, il faut en sortir ici de mélanger, même dans les écoles, de ne plus avoir les Arabes d'un côté, les Gitans de l'autre, les Français de l'autre. Non, c'est qu'il n'y a pas de discrimination dans un quartier populaire, on est tous à la même, au même niveau. Hein. Il suffit qu'on sorte un petit peu de la banlieue pour que... Il faut juste que la génération ne suive pas les anciens, quoi. C'est beaucoup... c'est répété. Hein. C'est dans l'éducation. Oui, bah oui, moi je pense. Quand il y a des parents qui sont racistes, c'est le mot, les enfants suivent. Alors qu'ils ne savent même pas pourquoi ils le sont. Ils ont des amis de toute race, ils ne savent pas pourquoi ils doivent être racistes. Moi, j'espère jamais tomber dessus quand même. Parce que le racisme vient, c'est vraiment profond, c'est vraiment un sentiment à mon avis. La difficulté, c'est qu'en fait, en France, on a souvent confondu discrimination et racisme. Donc le racisme renvoie, mais fondamental, à la fois à de l'idéologie, à de l'abstrait, donc à un système de valeurs. C'est-à-dire on pense de façon raciste ou de façon non raciste, alors que la discrimination interroge les pratiques réelles, les pratiques concrètes, c'est-à-dire est-ce qu'on traite les personnes de manière égale ou non. Et c'est vrai que c'est la conjonction, lorsqu'on parle de discrimination raciale, on parle des deux en même temps. Et ce qui importe, c'est effectivement de savoir est-ce que ces idéologies ont donné lieu à des pratiques différenciées dans la société. Et sachant que lorsqu'on interroge et qu'on observe la question des discriminations, on se rend compte que de manière non intentionnelle, de manière inconsciente, des personnes qui se définissent comme non racistes vont être à l'origine, des relais de processus de discrimination. Et ça, c'est vraiment l'enjeu fondamental aujourd'hui de traiter cette question-là, parce que ça va bien au-delà, on va dire, de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire le racisme offensif qu'incarne par exemple l'extrême droite, mais que la question des discriminations raciales est beaucoup plus profonde. Elle interroge le monde syndical, le monde de l'entreprise, le monde du logement, le monde des sciences, c'est-à-dire que les sciences se sont intéressées à cette question des discriminations raciales dans une période très récente, ça date d'une dizaine d'années en France. Et les pionniers ont commencé au début des années 90. Donc on voit bien que là aussi il y a un retard. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'appelle les lunettes sociales que les scientifiques habituellement forgent pour la société ont aujourd'hui besoin d'être chaussés par nos responsables publics, par l'ensemble des acteurs de la société française.